On va céder notre place sur scène à un habitué des lieux que vous connaissez peut-être. Merci. Merci Romain. Et je vais appeler Thomas Husson à venir me rejoindre sur scène, ou plutôt à prendre ma place sur scène. Bonjour à tous, merci Charlotte, merci Sonia, Héloïse et toute l'équipe du Comexposium de m'inviter à partager les tendances que Forrester observe sur le marché. Donc je suis doublement ravi d'être là parce que ça fait 18 mois que je n'ai pas été à une conférence, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, et que Teams et autres c'est sympathique, mais au bout d'un moment on est des animaux sociaux et donc on a besoin de se voir, d'échanger, de parler. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est mon événement préféré, donc je suis ravi de revenir. Alors, quand le comité éditorial a choisi le thème de l'authenticité, je me suis dit, il faut que je fasse une petite introspection et que je livre quelque chose de moi-même. Parce que dans la notion d'authenticité, il y a l'aspect de sincérité, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a l'aspect d'intégrité, de valeur, un certain nombre de mots-clés qu'on a déjà utilisés tout à l'heure. Et je vais partager avec vous un souvenir, parce que sur scène, là, on avait trois métiers différents. On avait une journaliste, une femme politique, et puis on a eu un artiste. Et moi, quand j'étais adolescent, à l'époque où on se pose des questions sur son avenir, je me disais, bah, tiens, j'aimerais bien être comédien. Alors, d'une certaine façon, c'est artiste. J'aimerais bien être journaliste, et j'aimerais bien être homme politique. Il se trouve que je suis devenu aucun des trois, mais à l'époque, j'étais absolument fasciné par la politique. Parce qu'il y a un homme politique qui m'inspirait énormément et que je trouvais justement fondamentalement authentique. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle reconnaissent cette personne. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous reconnaissez ce visage? Ah, ça me fait plaisir. Quelques-uns d'entre vous, alors pour les plus jeunes d'entre vous, il a été nommé pour la première fois, c'est le plus jeune ambassadeur nommé par le général de Gaulle en 1963 en Mauritanie. Il a été député, ministre, il a été ministre de Giscard d'Estaing. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Alors il est mort il y a déjà 14 ans, je crois. Et cette personne, en fait, c'était Jean-François Degnaud, qui était un homme politique, député donc, mais qui était aussi, a eu plusieurs vies, a été navigateur, a été écrivain, un héros très discret, ça vous dit peut-être quelque chose. La mer est ronde, c'était aussi un navigateur, membre de l'Académie française. Bref, il avait écrit un bouquin qui s'appelait « Ce que je crois », où, en fait, non seulement il disait ce qu'il faisait, mais il joignait, si vous voulez, l'action à la parole. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était fondamentalement démocrate et fondamentalement respectueux d'un certain nombre de valeurs, dont la démocratie. Il s'est battu, vous en souvenez peut-être, il y a une trentaine d'années, au moment de la guerre en Yougoslavie. Et avant ça, il avait été combattre, littéralement, passer des mois, faire des passages de frontières clandestins en Afghanistan pour aller combattre avec quelqu'un qui, à l'époque, n'était pas connu et qui s'appelait le commandant Massoud. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est cette notion d'intégrité et de faire ce qu'on dit, de s'engager. Et il y a cette notion-là dans l'authenticité. Alors, si j'essaie de transposer ça à l'univers des marques, je vais partager avec vous un certain nombre d'exemples, puis on va essayer de voir celles qui sont peut-être authentiques dans leur démarche et celles qui le sont un petit peu moins. Alors, le premier exemple qui me vient en tête, j'ai échangé avec un certain nombre de mes collègues aux États-Unis, je dis, mais alors, quelles sont les marques qui ont des valeurs fortes et qui sont authentiques? Alors, on va parler de Mission Barbecue. Alors, ce n'est pas une société à mission, moi je ne les connaissais pas. C'est une chaîne de fast-food qui a un certain nombre de valeurs, un socle de valeurs assez prononcé et qui sert notamment une audience principalement de militaires, de policiers, de patriotes. C'est une enseigne qui a un certain nombre de valeurs qui sont ce qu'elles sont, mais qui font sens, qui sont cohérentes. Donc il y a cette notion de cohérence qui est vraiment importante. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais il y a une cohérence. Même chose avec une autre société que je ne connaissais pas, EQ. Alors EQ, ça veut dire Evangelist Christian Credit Union. Donc en gros, c'est un établissement financier qui sert et qui est basé sur un certain nombre de principes bibliques. Pareil, on adhère ou on n'adhère pas, mais ça se tient, il y a une cohérence.
Là où la question est un peu plus délicate, c'est quand il y a une cohérence, mais qu'on peut douter de l'authenticité de la démarche ou des valeurs. Il y a une cohérence très forte à ce que Philip Morris achète et fait plusieurs acquisitions, jusqu'à 2 milliards d'euros, d'un certain nombre de traitements de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Ils ont racheté récemment les inhalateurs Vectura pour plus d'1 milliard d'euros. Est-ce que ça n'est pas une certaine forme de cynisme, finalement, où on vend des produits qui sont dangereux pour la santé, pour ensuite, entre guillemets, se récupérer sur les traitements liés à ces maladies? Je pose la question, peut-être que la démarche est authentique, mais on a un a priori négatif. Un autre exemple qui est plus délicat quand on se base sur des valeurs universelles. On a parlé d'écologie tout à l'heure et on va en reparler pas mal. Boo, qui est une marque, je ne sais pas si vous connaissez, anglaise, qui est dans la fast fashion, et qui prétend avoir une démarche, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, autour du développement durable. Le problème, c'est qu'ils ont été pris en flagrant délit, j'ai envie de dire, pendant la pandémie, de maltraiter leurs employés qui, dans les usines, étaient réellement maltraités. Et donc ça pose problème, parce que c'est difficile d'avoir une justice écologique sans justice sociale, et on voit que les valeurs, elles sont parfois en contradiction. Et c'est ce problème de contradiction, je pense, qui gêne véritablement la perception des marques. Dans un tout autre registre, on a parlé de diversité tout à l'heure, d'égalité, d'inclusion, on en parle de plus en plus aux États-Unis, pas encore autant en France et en Europe, mais ça va venir. Il y a Gillette, vous vous souvenez peut-être de cette campagne, je crois il y a 2 ans, We Believe, qui allait un peu à l'encontre du message classique de Gillette, le mâle dominant, la perfection au masculin, si je ne dis pas de bêtises, et qui a surfé, littéralement surfé, sur la vague MeToo. Et ça a été assez mal perçu par ses clients et par la communauté et un certain nombre de citoyens en général, parce que on se dit, mais finalement, quelles sont leurs valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'ils ne surfent pas sur la vague? Alors, on a tous le droit d'avoir des contradictions, hein, les entreprises, les dirigeants, et nous aussi, comme consommateurs. C'est un principe de base de la psychologie. On appelle ça la dissonance cognitive. C'est finalement la frustration qui naît entre le décalage entre nos valeurs et nos actes. Ça nous arrive à tous. On est tous un petit peu schizophrènes d'une certaine façon, et je vous invite à écouter le discours de clôture de Samuel Scott, qui parlera justement de ce monde consommateur un peu schizophrénique. Mais on le voit bien, tous dans nos vies quotidiennes. Moi, j'ai une adolescente à la maison qui est au lycée et qui est très très sensible au sujet écologique. Quand elle a su, ça piquait un petit peu, mais que je prenais l'avion ce matin, alors à 7h20 c'était un petit peu tôt, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le choix le plus écologique. Donc on a parfois des contradictions, on va prendre la voiture alors qu'on ne devrait pas, bon, etc. On n'est pas parfait, on a tous le droit d'avoir nos contradictions, et je pense en tant que marketeur, c'est extrêmement important d'aider aussi le consommateur de bien comprendre son environnement psychologique, ses émotions, pour ne pas lui faire porter la charge. Parce que la charge, elle est collective. Elle est celle des pouvoirs publics, Madame la députée en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi évidemment celle des entreprises. Et il y a un certain nombre d'entreprises, pas que des start-up ou des entreprises à mission, mais aussi de très grandes entreprises qui s'engagent. L'Oréal, c'est intéressant comme approche. Ils le disent, et ils le disent même plutôt bien, puisque notre planète le vaut bien. Moins de 10 ans, on pourrait même dire moins de 3600 jours, si on voulait donner un petit peu un sentiment d'urgence. On va avoir la COP26 très prochainement. Ça va être absolument critique que les entreprises s'engagent et se transforment. Alors est-ce que c'est une démarche authentique, sincère? Il semble que oui, ça fait longtemps que L'Oréal innove aussi avec la R&D. Ils infusent beaucoup les équipes produits, les équipes R&D. Ils ont mis en place tout un système, une base de données qui s'appelle Product Impact Labeling. Alors pas encore pour toutes les marques, pour Garnier pour le moment, qui va justement mesurer l'impact d'un produit, de ses ingrédients, de son emballage sur l'écosystème autour, sur la biodiversité, sur la nature. Et ils vont rendre cette base de données disponible pour l'ensemble des marques, et ils vont surtout permettre à tout un chacun, à vous et à moi, à travers des QR codes augmentés, d'y accéder. Donc il y a cette notion de transparence qui est absolument critique pour donner des éléments de preuve au discours.
Alors, est-ce que c'est totalement authentique ou pas comme démarche? J'ai envie de dire, les consommateurs jugeront. Mais on voit bien que la publicité devient de plus en plus responsable et vous aurez demain une table ronde animée par Alex Jubien que je vous invite à écouter justement sur cette notion de publicité responsable. Parce que la communication, vous le savez tous mieux que moi, en tant que marketeur, en tant qu'agence, c'est un moyen extrêmement puissant pour changer les comportements des individus. Et il n'y a pas de doute que plus les entreprises vont communiquer là-dessus, plus on va pouvoir aussi inciter les comportements à avoir, les consommateurs et les citoyens à avoir une démarche vertueuse. Par contre, ce sera plus difficile pour les entreprises justement de se différencier, de se distinguer, et la distinction, elle viendra évidemment par les faits et par l'action. Alors il y a tout un tas d'entreprises, je parlais de grandes entreprises tout à l'heure, mais il y a plein de start-up, de nouveaux acteurs. Alors je n'ai pas mis Greenwiz sur ce graphique, j'aurais pu le mettre parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui innovent dans ce domaine-là, de nouveaux entrants, une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et vous voyez pas mal de logos ici d'entreprises françaises et internationales qui sont peut-être familières, qui arrivent à percer et qui rencontrent plutôt du succès et qui vont justement venir aussi aiguillonner un certain nombre de grands groupes. Donc c'est vraiment important, mais je pense qu'il faut aussi avoir en tête que ces acteurs-là sont relativement nouveaux, sont naissants, n'ont pas l'historique des autres, n'ont pas la legacy des autres, et que finalement leur dette écologique, elle est moindre forcément que celle de grands groupes, d'acteurs historiques. Alors, on peut peut-être se moquer et dire oui, mais Total, etc., ils sont toujours dans l'énergie fossile, dans le pétrole. Ils ont une éthique, ils le disent, hein, notre engagement pour une conduite exemplaire. Ils s'engagent, ils investissent aussi dans d'autres types d'énergie. Alors on peut dire oui, mais c'est simplement un rebranding, c'est du greenwashing, c'est leur logo, ils ont juste changé le logo, etc. Non, il y a fondamentalement une transition. La même chose avec Engie. Aux États-Unis notamment, ils ont désinvesti massivement des industries fossiles pour aller dans le solaire et l'éolien. Sauf que ça prend du temps et qu'on ne part pas du même point de départ. Donc ils sont tout aussi authentiques, peut-être, dans leur démarche que de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs. Sauf qu'on a, d'une certaine façon, un déficit peut-être de confiance au départ à cause de leur passé. Et ça va nous amener forcément, pour tous ces grands groupes, à ce débat qu'il y a eu il y a quelques mois, quand Emmanuel Faber a été évincé de la direction du groupe Danone. On peut raconter ce qu'on veut, je pense qu'il est difficile quand même de douter de la sincérité, de l'authenticité d'Emmanuel Faber en tant que dirigeant. En tout cas, ce n'est pas ce que ses équipes et les gens qui ont travaillé proches de lui diraient. Sauf que, et voilà, il se trouve que Danone était moins profitable qu'Unilever ou que Nestlé, mais était profitable quand même. Donc la question qui se pose, c'est quelle est la valorisation de l'entreprise? Comment on comptabilise finalement la valeur de ce qu'apporte une entreprise? Et c'est pour ça que cette notion des 3 P que vous connaissez probablement, People, Planet, Profit, va se développer, se généraliser. Vous parliez tout à l'heure de taxonomie européenne, de valeur comptable. On commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui mettent en place une comptabilité TBL, Triple Bottom Line, Triple Accounting Capital, où on va justement valoriser financièrement un certain nombre d'assets différemment, où on va intégrer les externalités négatives dans le modèle économique, mais aussi, en parlant de double matérialité, des externalités positives sur l'environnement ou la biodiversité. Alors évidemment, ça va prendre du temps. Ça va être, on ne va pas se raconter d'histoire, une guerre géopolitique avec les États-Unis, notamment sur la comptabilité IFRS, qui aujourd'hui est celle qui domine le monde financier et actionnarial. Mais ça va être un des enjeux clés des mois et des années qui viennent. Et l'autre enjeu clé, dans cette notion d'authenticité, c'est la confiance que vont avoir les consommateurs. Parce que la plupart des entreprises, si vous regardez tous les groupes du CAC 40 aujourd'hui ou les grands groupes, ils ont effectivement pensé à redéfinir leur mission, ils s'engagent de plus en plus d'un point de vue sociétal, contributif. Et c'est ce que les Français et les autres consommateurs en Europe attendent. Vous avez grosso modo 2/3 des consommateurs en Europe qui disent c'est de la responsabilité de l'entreprise que de protéger l'environnement. Le hic, et c'est moins une surprise, le côté un peu méfiant, je dirais même défiant des Français, qui eux sont moins enclins à le croire. Et donc c'est cette notion de confiance qui va être centrale et qui va supposer
vous l'avez dit tout à l'heure, l'émergence de tiers qui vont aller certifier un certain nombre de démarches. Pour reprendre le terme authentique, on parle souvent d'un acte authentique, sous seing privé, fait auprès d'un notaire, d'un tiers, qui va aller certifier. On parle de reporting non financier. Donc ce n'est pas un hasard si un des grands réseaux d'audit, PwC, investi dans les 5 prochaines années, va faire 100 000 recrutements et investir 12 milliards de dollars. Parce que justement, ça va être le nerf de la guerre dans les années qui viennent. Et cette notion de confiance, finalement, ce n'est pas simplement la confiance auprès des consommateurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est aussi la confiance avec les fournisseurs, qui d'ailleurs ne sont peut-être moins en moins des fournisseurs, ce ne sont pas des prestataires, ce sont des partenaires qu'on doit engager. Quand on redéfinit sa mission, il vaut mieux travailler avec des gens qui partagent vos valeurs. Quand on veut faire un bilan carbone, peut-être qu'il faut échanger des flux d'informations qui demain se feront en temps réel à travers des API connectés pour pouvoir tracer justement cette information. Et puis c'est aussi évidemment vis-à-vis des collaborateurs. La quête de sens, elle n'est pas valable simplement pour les consommateurs ou les citoyens. Elle est valable aussi pour les collaborateurs qui, quand ils se lèvent le matin, ont envie de travailler pour une entreprise qui donne du sens finalement à leur job. Et c'est aussi le nerf de la guerre d'aller acquérir et fidéliser les talents dont on a besoin. Parce qu'évidemment, dans le marketing, avec l'évolution technologique dont on va parler dans un instant, on a besoin aussi de ces talents-là. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est juste une transformation, une nouvelle vague de transformation des entreprises, où finalement, oui, on a besoin d'un visionnaire, d'un stratège, d'un leader, d'un Faber, d'un Yvon Chouinard pour Patagonia ou d'autres, mais ce n'est pas juste de changer la mission de l'entreprise ou de la redéfinir, c'est d'aligner le modèle économique qui va avec. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de transition des modèles économiques des entreprises. Et là, le directeur marketing, il a un rôle énorme à jouer, parce qu'on parle d'aller sur des marchés adjacents, on parle de faire évoluer les offres. En intégration, on parle de changer la façon d'innover, de co-créer avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs. On parle de co-design, d'éco-responsabilité. Donc c'est un changement aussi dans les façons de faire. Et c'est finalement une nouvelle vague de transformation. Il y a eu la transformation numérique, on est encore dedans. Il y a eu la transformation autour de l'expérience client. Tout le monde nous raconte qu'il est centré client, mais dans les faits, c'est assez peu vrai. Et puis là, maintenant, en ce moment, il y a cette transformation écologique qui va à nouveau tout chambouler. Et je le disais, le directeur marketing, il a un rôle essentiel à jouer dans cet accompagnement. La difficulté, et vous le savez mieux que moi, c'est d'arriver à combiner le court terme et le long terme. L'opérationnel, le quotidien, la gestion des campagnes, le ROI des campagnes, et puis cette transition, cette transformation en profondeur. Parce que le temps, malheureusement, le directeur marketing n'en a pas vraiment. Là, vous voyez que c'est un des acteurs qui, dans la C-suite, a la longévité la moindre. La moyenne, selon Spencer Stuart, c'est de 40 mois. Si vous regardez la médiane, c'est 25 mois. 25 mois, ça fait 2 ans et demi. Donc c'est difficile de mettre en œuvre des projets de transformation de long terme. Quant au quotidien, on a aussi cette difficulté, ces défis à gérer finalement tout ce dont on parle dans le marketing depuis déjà plusieurs années. C'est-à-dire, en gros, il faut transformer la data en insights pour personnaliser l'expérience client en temps réel. Ça, on vous l'a raconté 100 fois, donc je ne vais pas la refaire, mais on voit que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est aussi déjà d'accéder à la bonne donnée. Or, on va vers un univers cookieless, je ne vais pas rentrer dans le détail des flocs et autres solutions, ou de ces logiques de contextualisation. Pareil, il y a plein de personnes ici dans le salon et sur les stands qui pourront vous l'expliquer mieux que moi, mais c'est quand même un enjeu évidemment compliqué parce que la fonction marketing, elle évolue, elle est de plus en plus technique, elle est de plus en plus basée sur la donnée. On sait qu'il faut investir dans un nouveau tech stack pour aller justement, dans l'idéal, aller de plus en plus en prédictif, en temps réel et s'inscrire dans le moment où le consommateur va interagir avec la marque. Alors vous allez me dire, voilà, il y a beaucoup de changements déjà dans la fonction, de plus en plus data-centrique, de plus en plus technologie-centrique. On a une troisième vague de transformation qui nous arrive.
qu'est-ce que finalement, est-ce que le marketing est en train d'être complètement modifié? Moi, j'ai envie de dire non. Au contraire, il faut revenir aux fondamentaux du marketing. Il faut revenir aux sources, à l'essence même du marketing. Et l'essence même du marketing, c'est d'abord et avant tout la compréhension du consommateur et de son environnement direct, pas juste de ses attentes, de ses besoins, mais de l'évolution sociétale qui va avec. Le directeur marketing, il est un peu comme un buvard, il va absorber un peu ce qui se passe autour de lui. Il y a une logique évidemment basée sur la donnée, mais aussi une logique d'intuition sur l'environnement. Et si on veut faire évoluer les offres, si on veut changer la façon d'innover, de concevoir et aller vers de nouveaux modèles économiques, il faut innover sur cette base-là. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'on peut faire évoluer la stratégie de marque, parce que qui dit entreprise à mission, ça va forcément avoir un impact sur le territoire des marques, sur les portefeuilles de marques, et puis sur les valeurs des marques. Il va falloir traduire ça dans une vision opérationnelle concrète de l'expérience cible qu'on veut que l'ensemble des collaborateurs développent. Et donc c'est cette notion derrière d'expérience client qui est évidemment centrale. Donc le rôle du directeur marketing, il n'évolue pas fondamentalement. Et au contraire, ce sont ceux qui appliquent plutôt bien ces éléments-là, qui s'en sortent le mieux et qui deviennent, j'ai envie de dire, les PDG de demain. On a de plus en plus d'exemples, ce qui est un peu la contre-attaque, entre guillemets, des directeurs marketing, qui pendant ces dernières années ont été un peu bypassés par les Chief Experience Officers, les Chief Client Officers, etc. Mais on a quelques exemples de directeurs marketing qui sont devenus PDG. Luca De Meo chez Renault est un bon exemple, et il y en a de plus en plus, et on pense qu'il y en aura plus justement l'année prochaine. Encore faut-il agir comme un chef d'orchestre. Au final, c'est ça. Le directeur marketing, il est là pour, notamment, mais pas que, aligner ce qu'on raconte à l'extérieur, l'expérience de marque, ce qu'on fait à l'intérieur, l'expérience collaborateur, et puis ce que fait finalement, ce que perçoit le client, lui, de son interaction avec la marque et ses fournisseurs, et ses prestataires, et ses livreurs. Et il y a un bon exemple d'une entreprise qui, je trouve, fait ça plutôt bien et de manière plutôt authentique, c'est plutôt dans son ADN, c'est Yves Rocher. Le groupe Rocher, même de son ensemble, qui ambitionne pour chacune de ses marques de devenir Bicorp à horizon 2025. Donc c'est intéressant cette démarche parce qu'elle va aussi mobiliser les collaborateurs du groupe. Et ça, c'est absolument clé. C'est clé, vous le savez, c'est une priorité. Ce n'est pas nouveau que l'expérience client soit une priorité. Et pourtant, c'est en France que c'est moins une priorité qu'ailleurs. On fait régulièrement des études auprès de différents dirigeants marketing. Là, on est sur un échantillon de quasiment 2000 décisionnaires marketeurs. Mais en France, oui aussi, c'est une priorité. Et ça l'est plus, et plus encore qu'avant la crise. Mais moins que la moyenne mondiale, mais aussi la moyenne de nos voisins européens directs. Et c'est finalement la même chose sur l'expérience collaborateur, où vous le voyez, et là on est sur un échantillon de dirigeants au sens large, et pas simplement sur un échantillon de marketeurs, c'est moins une priorité, mais nettement moins une priorité qu'ailleurs. Et je ne suis pas en train de dire que c'est au directeur marketing de nécessairement mettre en œuvre l'expérience client. C'est un terrain de jeu qui est à la frontière des RH et puis aussi de l'IT, de la DSI, parce qu'il faut avoir les outils dont on a besoin pour travailler. Mais le directeur marketing a un rôle aussi à jouer dans cette dimension-là. Et on l'a bien vu avec la crise, avec la pandémie. On est rentré dans une nouvelle ère du travail. Le flex office, les 2 jours, 1 jour, 3 jours de télétravail, le retour au travail aujourd'hui, on voit bien que c'est essentiel et qu'il faut avoir les bons outils pour travailler, pour maintenir le niveau d'énergie et puis aussi de créativité des collaborateurs. Alors on peut être créatif avec certains de ces outils. Je ne sais pas si vous vous souvenez pendant la pandémie de cette chorale que Jane Birkin avait organisée avec Radio France, la chorale de Radio France, où il y avait jusqu'à 700 participants amateurs, dont ma femme d'ailleurs, qui n'est pas sur cette photo-là, puisqu'elle ne m'aurait pas autorisé. Mais on a réussi à créer et à trouver de nouveaux moyens pour être créatif. Le problème, c'est que la créativité, elle passe quand même beaucoup par l'échange interpersonnel, par les fameuses rencontres à la machine à café qui ont moins lieu, et aussi par un état d'esprit différent.
Et en France, on a parfois tendance à avoir un état d'esprit qui ne favorise pas cette culture, je ne vais pas dire de l'échec, mais de l'apprentissage. Et je ne résiste pas au plaisir de vous partager ce petit dessin de Tom Fishburne, qui était speaker ici il y a 2 ans. Donc je lui ai demandé l'autorisation avant parce qu'on est resté en contact depuis et il m'a dit « Ah oui, si c'est pour Biarritz, vas-y, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. » Je n'ai pas besoin de le traduire, ça raconte tout. Et parfois, effectivement, dans un certain nombre de comités de direction, on ne facilite pas suffisamment cette culture finalement de l'échec. Tout le monde a entendu ce « fail fast »,« fail cheap », etc. Oui, sauf qu'en général, c'est plutôt pour le voisin que pour soi-même qu'on se l'applique. Parce qu'il faut créer les conditions de la créativité. On en a parlé tout à l'heure, et c'était intéressant de commencer justement par un artiste. Mais on a toujours trop tendance à penser que les créatifs, c'est plutôt les autres que nous. C'est réservé à quelques happy few. Ça va être réservé à un directeur artistique, un directeur créatif, comme Steve Jobs pour être un peu caricatural, un leader visionnaire. Non, la créativité, c'est pour tout le monde. Dès l'instant où on crée les conditions de la créativité, pour être aussi un peu caricatural, mais marquer le message, comme notre ami Gusto disait dans Ratatouille, anyone can cook. C'est un peu pareil, tout le monde peut être créatif. Il suffit qu'on s'en donne les moyens, qu'on vous en donne les moyens. Et on va avoir besoin de créativité, parce que c'est à l'essence même du marketing, mais par rapport aux défis dont on a parlé depuis ce matin, sur cette notion de rôle sociétal de l'entreprise et des défis écologiques qui s'attendent à nous, on va avoir besoin de plus de créativité. Voilà, je voulais partager avec vous ces quelques messages clés. Je sais que je suis la dernière personne entre vous et le déjeuner, mais je voudrais juste prendre 1 minute moins chrono pour résumer et partager avec vous quelques messages clés que je voudrais que vous ayez en tête par rapport à ce fil directeur de l'authenticité qui va nourrir tous les débats de ces 2 jours, 2-3 jours qui viennent. Le premier, c'est que la notion d'authenticité, c'est finalement la fidélité, la sincérité à ses valeurs. On peut être en désaccord avec certaines valeurs, mais dès l'instant où elles sont d'une certaine façon intègres et cohérentes, c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il n'est pas authentique. Et puis cette notion d'authenticité, elle va se baser sur la confiance. Et cette logique d'économie de la confiance, c'est absolument critique. C'est la confiance qui va être finalement le nouvel avantage concurrentiel. La confiance avec les consommateurs, la confiance avec les collaborateurs, la confiance avec les partenaires, avec les ONG, avec les associations. C'est pour ça qu'on fait venir dans la gouvernance des entreprises, dans les entreprises à mission, qu'elles soient Bicorp, Società Benefit ou autres en Italie, c'est pour ça qu'on met en place cette gouvernance et aussi, d'une certaine façon, cette certification et cet audit qui va de pair avec cette notion d'authenticité. Et le rôle du directeur marketing là-dedans, c'est plus que jamais de faire du marketing, de revenir à l'essence du marketing et d'essayer, autant que faire se peut, d'être le chef d'orchestre entre l'expérience de marque, l'expérience collaborateur et puis surtout l'expérience perçue par le client final. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. Une révolution culturelle, une révolution qui a changé notre rapport au temps, notre rapport aux choses, notre rapport aux autres. There's never been a better time to work in digital marketing. There's so many new, exciting technologies and platforms and tools.